Allez, plongeons-nous directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette masterclass documentaire. Aujourd'hui, on va retracer un voyage absolument fascinant. On va partir du tout premier comptage de simples grains à l'époque néolithique pour aller jusqu'à la forge des plus grands empires mésopotamiens. Et attention, ce n'est pas juste l'histoire d'un alphabet qu'on va aborder ici, pas du tout. C'est au cœur d'un débat profond sur l'évolution humaine qu'on va entrer. L'écriture a-t-elle vraiment été inventée pour exprimer la poésie de l'âme, ou bien était-elle dès le départ une pure machine d'enregistrement et de contrôle bureaucratique? Analysons tout ça avec une précision microscopique. Alors, posez-vous la question. Quel pourrait bien être le point commun inattendu entre un humble comptable qui vivait il y a 10 000 ans et le tout-puissant roi de Babylone? À première vue, ce sont deux mondes séparés par un gouffre insondable. Et pourtant, la réponse se trouve dans l'essence même de l'écriture. Quand on étudie méticuleusement les données archéologiques, un fait s'impose. Nos premiers signes écrits n'ont absolument pas émergé pour immortaliser des prières, des mythes ou des chants, mais bien pour gérer des ressources. En fait, dès le premier jour, l'écriture était un outil d'administration rigide, créé pour asseoir le pouvoir et le contrôle sur les biens et les populations. Première partie, des jetons aux signes. C'est ici que le mécanisme s'enclenche. Pour vraiment comprendre cette trajectoire, il faut qu'on se téléporte dans le croissant fertile, vers 9000 avant notre ère. C'est l'aube de l'agriculture. Et qui dit agriculture, dit nécessité de gérer les biens d'une communauté qui grandit. Mais comment compter ce qui appartient à tout le monde quand on ne possède même pas un système numérique abstrait? Eh bien, la réponse matérielle, on l'a sous les yeux avec cette chronologie. On parle ici d'une stabilité technologique absolue pendant, tenez-vous bien, 5500 ans. On part de 9000 avant notre ère avec des chotons tout simples pour arriver au protocunéiforme vers 3200. Alors la question qui divise souvent les théoriciens, c'est comment un système purement physique a-t-il pu tracer une ligne aussi droite vers une écriture en 2 dimensions sur de l'argile? Beaucoup aiment imaginer qu'il y a eu des ruptures nettes, des sortes de révolutions soudaines. Mais les preuves archéologiques nous montrent tout le contraire. Chaque étape est en fait la mutation ultra-logique de la précédente pour répondre à une bureaucratie toujours plus gourmande. Concrètement, comment ça marchait sur le terrain? Si on regarde les données, au départ, l'administration utilisait des jetons lisses. C'était des simples petites sphères ou des cônes qui représentaient des produits agricoles de base, comme les céréales. Mais observez ce qui se passe vers 3500 avant notre ère. La société devient plus complexe. On voit apparaître des produits manufacturés, comme les textiles ou le pain. Et la surprise, on a besoin de jetons complexes, avec des petites marques incisées dessus. C'est fascinant parce que la complexité de l'outil de gestion reflète exactement, métrique après métrique, la complexité de toute cette économie de redistribution. 6000 ans. Oui, vous avez bien entendu. C'est la durée colossale pendant laquelle l'économie du Proche-Orient a tourné grâce à ces fameux systèmes physiques. C'est tout bonnement vertigineux. Ces petits jetons, ils servaient à contrôler la collecte lors des récoltes et à administrer leur redistribution. Et ce, autant pour nourrir la communauté que pour honorer les dieux dans les temples. Donc, si on résume, l'écriture, c'est le reflet direct d'un système de taxation préhistorique qui a refusé de disparaître et qui a préféré s'adapter organiquement. Comme quoi, l'administration fiscale a toujours eu la peau dure. Et cette image illustre brillamment la transition dont on parle. Regardez attentivement ces motifs. On a des récipients en filet et des textiles à franges utilisés sur d'anciens sceaux pour marquer la propriété. Eh bien, ils se transforment littéralement en signes écrits sur l'argile. Ces vieux motifs d'estampillage se sont en quelque sorte figés dans le temps pour former une partie des 800 signes distincts du script protocunéiforme qu'on a retrouvé à Uruk. C'est le moment précis où l'image de l'objet physique devient un mot abstrait, une synergie parfaite où l'outil administratif se mue en véritable langage. Bon, maintenant, changeons d'échelle un instant et posons-nous une question conceptuelle. Disons un peu redoutable. Comment un fonctionnaire de l'Antiquité pouvait-il mesurer la surface d'un champ irrégulier alors qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était un angle? Selon nos standards mathématiques d'aujourd'hui, ça semble juste impossible, non? Eh bien, avant de vous donner la solution, gardez bien en tête que la bureaucratie mésopotamienne se moquait éperdument de la pureté géométrique. Ce qu'ils voulaient, c'était l'efficacité fiscale. Pouvoir lever l'impôt, vite et de façon consistante. L'opposition philosophique qui se joue ici est vraiment géniale. D'un côté, on a la géométrie euclidienne, celle qu'on a tous apprise, qui se concentre sur les vraies formes et les angles. Et de l'autre, on a ces anciens arpenteurs qui ont inventé ce que le mathématicien Solomon Gans appelle la géométrie des lignes. En clair, il calculait la surface d'un champ en multipliant simplement sa longueur par sa largeur, en ignorant totalement sa vraie forme. Du coup, n'importe quelle parcelle avec les mêmes longueurs et largeurs était considérée comme ayant la même taille. Alors oui, pour nos profs de maths, c'est une hérésie totale, mais d'un point de vue administratif, c'était un coup de génie pour standardiser l'impôt.
Et pour traiter toutes ces données massives générées par les arpenteurs, ils ont mis au point le système positionnel sexagésimal. C'est un modèle abstrait en base 60. En gros, la valeur d'un signe dépend de sa position dans la séquence, exactement comme dans nos mathématiques modernes. Mais le plus fou dans tout ça, ils ont atteint ce niveau d'abstraction incroyable en n'utilisant que 2 petits symboles, un clou vertical et un chevron. C'est tout. Ce modèle a littéralement extrait l'espace et les volumes de la réalité tangible pour en faire un système purement opérationnel. Le rêve de tout État voulant asseoir son contrôle. Arrivé à ce stade de contrôle bureaucratique, il y a une question profondément troublante qui émerge. La loi écrite, qu'on considère souvent comme le sommet absolu de notre civilisation, est-elle vraiment née d'une noble quête de la justice, ou bien d'une pratique un peu plus obscure, comme la magie? Intuitivement, on se dit que les codes de loi ont été créés pour pacifier la société. Mais quand on se plonge dans la théorie du sociologue Niklas Luhmann, c'est une toute autre histoire qui se dessine. Luhmann nous explique que l'évolution de l'écriture en Mésopotamie ne s'est pas arrêtée au registre comptable. Non, elle a complètement envahi le domaine de la divination. En fait, l'écriture a servi à enregistrer des pronostics magiques avec une logique binaire hyper stricte. Si ceci se passe, alors cela arrivera. Et c'est exactement cette logique conditionnelle, héritée des prêtres qui interprétaient les présages, qui a fourni la structure syntaxique de nos tout premiers codes de loi. Autrement dit, le droit s'est coulé directement dans le moule de la magie. Impressionnant, non ? Regardez par exemple le célébrissime code de Hammurabi gravé sur cette stèle. Au lieu d'y voir l'ancêtre de nos constitutions modernes créées pour protéger les citoyens, il faut le lire à travers cette fameuse matrice divinatoire. Chaque action y est jugée soit favorable, soit défavorable. Et il ne faut pas oublier une chose cruciale, ce code existait dans une culture où l'écrit était farouchement gardé par les scribes et totalement illisible pour le commun des mortels. Rédiger la loi, ce n'était donc pas pour informer le peuple de ses droits, mais pour asseoir solennellement l'autorité cosmique, absolue et, disons-le, effrayante du souverain. Ce qui nous amène d'ailleurs à un paradoxe historique assez dingue. Pourquoi l'empire mésopotamien, qui a vécu le moins longtemps, est-il celui qui nous a laissé le plus de textes ? Je vous parle de l'empire néo-babylonien, de 626 à 539 avant notre ère. Une existence politique et claire d'appel un siècle. Et pourtant, le volume d'archives officielles qu'ils ont laissé derrière eux est juste sans précédent. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher une telle frénésie d'écriture ? La réponse, noir sur blanc dans les documents, c'est qu'il s'agissait d'une stratégie de propagande impériale, et à une échelle littéralement industrielle. Les rois, comme Nabuchodonosor, voulaient à tout prix renvoyer une image précise. Pas celle de seigneurs de guerre assoiffés de sang, mais celle de bons pasteurs pieux et de bâtisseurs infatigables. Leurs inscriptions royales, adressées aux dieux et aux générations futures, étaient directement estampillées sur l'infrastructure du royaume. On les retrouve sur des cylindres de fondation, sur des poids de commerce et sur des milliers de briques de leurs murailles. Écrire physiquement sur les murs, c'était valider leur emprise totale sur le territoire. Et tout ça prend vraiment son sens avec cette citation lumineuse de l'archéologue allemand Robert Koldewey qui a fouillé Babylone. Il disait « L'objectif principal était de s'assurer que le nom du roi soit rappelé pour toujours ». Quand on y réfléchit, on comprend vite que ces inscriptions ne servaient pas à raconter l'histoire de façon neutre. C'était une pure arme idéologique. L'écriture cunéiforme est devenue le ciment même de l'Empire. On intégrait le nom du monarque dans les briques de la ville pour lui garantir une immortalité bien plus longue que sa propre existence physique. Mais face à cette avalanche de textes mésopotamiens, il y a une dernière question qu'on se doit de poser. Et c'est peut-être la plus dérangeante de toute cette analyse. L'histoire de l'écriture, telle qu'on l'étudie aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas en réalité juste l'histoire de ce qui n'a pas pourri ? C'est ce qu'on appelle, en archéologie, le biais de survie matérielle. À force d'être fasciné par cette argile cuite qui traverse les millénaires, on risque de totalement passer à côté d'un immense continent englouti de la culture écrite mondiale. Faisons une comparaison froide avec les cultures paléo-hispaniques, par exemple. En Mésopotamie, on l'a vu, l'argile et la pierre ont résisté au temps. Mais dans plein d'autres sociétés du bassin méditerranéen, on écrivait au quotidien sur du papyrus, sur des tablettes de bois recouvertes de cire ou même sur des tissus. Sauf que, fatalement, tous ces matériaux organiques se sont décomposés. Résultat, l'épigraphie monumentale sur pierre ou sur métal qu'on retrouve aujourd'hui n'est en fait qu'une fraction infime et même trompeuse d'une activité littéraire et bureaucratique hyper riche qui s'est complètement volatilisée. Et attention, on en a des preuves archéologiques indéniables. Prenez ces crétulas en bronze, ces petites capsules qui servaient de seaux, ou ces stylets métalliques qu'on a retrouvés dans la péninsule ibérique. Ces outils servaient très clairement à écrire sur de la cire ou à sceller des papyrus qui n'existent plus aujourd'hui.
Le simple fait qu'on ait retrouvé ces outils prouve, sans l'ombre d'un doute, qu'un univers entier d'écriture quotidienne, avec ses contrats, ses lettres, son apprentissage, a été effacé par le temps. Bref, l'absence de texte ne prouve absolument pas l'absence d'écriture. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que l'histoire de l'écriture reste, et restera toujours, soumise à la tyrannie de son support physique. Depuis les petits jetons d'argile de nos ancêtres jusqu'aux gigantesques briques de Nabuchodonosor, l'écriture s'est imposée comme la technologie ultime du contrôle et de l'ordre social, mais sa mémoire dépend uniquement de sa matérialité. Ce qui m'amène à une dernière réflexion. Pour nous aujourd'hui, à l'ère du tout numérique, quand on sait que toutes nos données sont stockées sur des serveurs éphémères et des disques durs extrêmement fragiles, dans 10 000 ans, que restera-t-il vraiment de notre civilisation pour les archéologues de demain ? Je vous laisse y réfléchir. Merci de m'avoir accompagné dans cette masterclass.